Bonjour, le cours d'aujourd'hui concerne la deuxième partie de l'exploration biochimique du métabolisme des glucides. On va voir principalement la notion sur le syndrome métabolique et surtout le diabète. Alors, une notion sur le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique regroupe la présence de plusieurs anomalies métaboliques qui sont associées. Cette entité est relativement fréquente avec une prévalence qui augmente avec l'âge des individus. Le syndrome métabolique il prédispose à la fois à la survenue d'un diabète de type 2 et de complications cardiovasculaires. Sa prévention repose donc sur une prise en charge précoce de la sédentarité et du surpoids. Alors, quelles sont les recommandations concernant la définition de la notion du syndrome métabolique? Ce qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs définitions. Donc, il y avait déjà en 1999 la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Ensuite, en 2001, il y avait donc une autre définition. C'est presque les mêmes paramètres. Donc, c'est juste par rapport aux critères, c'est-à-dire les critères qui définissent le syndrome métabolique. Donc, en 2001, c'était la société américaine. En 2005, il y avait un consortium international de la Fédération internationale sur le diabète. Et dernièrement, donc en 2019, on a également entre les sociétés savantes européennes et américaines qui préconisent d'avoir au moins 3 critères sur les 5 critères suivants pour dire que le sujet soit à un syndrome métabolique. Donc, quels sont les critères? D'abord, le tour de taille. Donc, vous voyez ici, par exemple, en 2001, c'était supérieur chez les hommes à 102 cm ou égal, et chez les femmes supérieur ou égal à 88 cm. Les critères de la Fédération internationale du diabète, vous avez l'origine européenne, donc c'est surtout supérieur à 94 pour l'homme et 80 pour la femme. Et 2009, donc ils prennent l'essai ethnique. Donc ils reprennent l'essai de 2005 pour les non-européens, c'est-à-dire supérieur à 102 et supérieur à 88, supérieur à 94 et 88, et également laisse le choix entre le seuil IDF de la Fédération internationale sur du diabète et l'essai américain pour ceux d'origine européenne. Pour le taux de triglycérides, donc maintenant c'est supérieur à 1,5 g par litre. On a également le taux du cholestérol HDL, donc comme critère soit inférieur à 0,40 g par litre chez les hommes et inférieur à 0,50 g par litre chez les femmes. La pression artérielle élevée, donc supérieure à 130 mm de mercure, la pression artérielle systolique, et ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 85 mm de mercure. Et une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1 g par litre. Donc il suffit d'avoir au moins 3 de ces 5 critères, donc on peut dire que le sujet a un syndrome métabolique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe de nombreuses anomalies, anomalies biologiques, qui peuvent se voir, qui peuvent coexister dans le cadre du syndrome métabolique. On peut donc avoir une hypertriglycéridémie, une hypo-HDLémie, une élévation de la concentration plasmatique des VLDL et des IDL, et également présence de LDL petites et denses. La particularité de ces LDL petites et denses, c'est qu'ils sont facilement oxydables, donc ils sont facilement oxydés, ils sont considérés donc comme particulièrement athérogènes. Ils sont donc sur le plan biologique associés au syndrome métabolique. Il y a également l'augmentation des protéines de l'inflammation, notamment la CRP, de la microalbuminurie, donc on peut avoir une microalbuminurie pathologique, donc microalbuminurie, donc au niveau des urines, donc concentration de l'albumine au niveau des urines. Donc supérieur ou égal à 20 mg si on fait l'analyse sur un échantillon du matin, sur une miction, ou supérieur à 30 mg par 24 heures sur un recueil des urines de 24 heures, si on fait, c'est-à-dire l'analyse sur un échantillon de 24 heures.
On a également l'augmentation de l'acide urique au niveau du sang, donc une hyperuricémie. Alors, toutes ces anomalies biologiques peuvent expliquer au moins en partie l'augmentation du risque cardiovasculaire qui est associé au syndrome métabolique. C'est pour ça qu'il faut dépister ces patients, et notamment chez les diabétiques, où la présence surajoutée d'un syndrome métabolique augmente fortement donc, le risque d'événements cardiovasculaires et également de décès. Le syndrome métabolique et le diabète. Donc, ce qu'il faut savoir que chez l'adulte, la présence d'un syndrome métabolique augmente fortement le risque d'accident cardiovasculaire, puisqu'il y a plusieurs anomalies lipidiques qui sont associées, et également de survenue d'un diabète de type 2 par rapport à des sujets qui présentent un nombre de facteurs de risque inférieur ou égal à 2. Vous avez ici une figure qui montre justement donc, il représente donc, le risque qui est lié à la prévalence du syndrome métabolique défini selon les consensus européens et américains. Donc, et comparaison entre les sujets avec 3 facteurs de risque ou plus et ceux avec 0 à 2 facteurs. Et on voit bien que les patients qui ont plus de 3 facteurs, donc ils ont un risque énorme de développer des maladies cardiovasculaires ou du diabète type 2. Alors, le diabète sucré, comme définition, c'est un trouble métabolique qui est caractérisé par une hyperglycémie chronique pouvant conduire donc, à des complications métaboliques et tissulaires spécifiques. Il associe sur le plan clinique une polyurie, une polydipsie, une polyphagie et une glycosurie. Alors, pour définir le diabète, l'Organisation mondiale de la santé a choisi donc de retenir des valeurs seuil, que ce soit pour la glycémie ou pour l'hémoglobine glyquée. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'en 2030, le diabète sera donc la 4e cause de décès dans le monde. En Algérie, la prévalence du diabète a atteint 14,4, donc 10,5 était en 2016, de la population qui est âgée entre 18 et 69 ans, ce qui donc représente un problème majeur de santé publique. Le diabète, comme complication, il multiplie par 8 le risque d'amputation, par 3 celui d'accident cardiaque ou cérébral et par 9 celui de dialyse rénale, et reste la première cause de cécité. Quels sont les facteurs de risque? Donc, vous avez le surpoids et l'obésité, vous avez la sédentarité, vous avez le tabagisme, vous avez l'alcool, l'hypertension artérielle, l'hypertriglycéridémie et l'hypercholestérolémie, donc tout dyslipidémie, et comme on a vu, le syndrome métabolique. Aussi la notion de prédiabète qui est très importante parce qu'il s'agit d'un véritable problème également de santé publique. Alors, 2 types de prédiabète sont distingués et nécessitent une modification du mode de vie portant surtout sur l'alimentation et l'activité physique afin d'éviter l'évolution vers un diabète avéré. Donc, vous avez l'hyperglycémie modérée à jeun, où on a une glycémie qui est entre 1,10 jusqu'à 1,25. Et on a également une intolérance au glucose. Donc 2 heures après une épreuve d'hyperglycémie provoquée par voie orale ou prise de glucose, on va avoir une glycémie qui est comprise entre 1,40 et 2 grammes par litre. Donc ces 2 étapes. Le prédiabète, il se définit également par un taux d'hémoglobine glyquée entre 5,8 et 6,5%. Donc il s'agit véritablement d'un problème de santé publique en tant que stade fréquent de transition vers le diabète type 2 et en tant également que facteur de risque de développement de maladies cardiovasculaires. Les différents types du diabète, vous avez le type 1, diabète insulino-dépendant, le type 2, non insulino-dépendant, le diabète secondaire, le diabète gestationnel et on a l'intolérance au glucose.
Le diabète de type 1, il touche surtout le sujet jeune, moins de 20 ans ou moins de 30 ans, de survenue brutale, donc avec une polyurie, polydipsie, amaigrissement rapide malgré un appétit vorace et une asthénie constante. On a une hyperglycémie qui dépasse parfois les 2,7 g par litre et une glycose uriaire intense jusqu'à 100 mg par jour. Une acidose également qui peut même entraîner rapidement le décès si on n'intervient pas rapidement. Ça, c'est-à-dire dans le développement, dans l'apparition du diabète type 1, puisque c'est brutal. Alors, la physiopathologie du diabète type 1, alors le diabète type 1, il est causé par un manque absolu d'insuline, généralement donc par destruction presque complète des cellules bêta de Langerhans, puisque ces cellules sécrètent l'insuline. Alors, celles-ci, les cellules bêta, commencent plusieurs années donc avant la destruction, avant l'apparition de l'hyperglycémie, et les symptômes n'apparaissent que lorsque 80% des cellules sont détruites. Il est admis donc que le type 1 est de cause auto-immune chez des sujets génétiquement qui sont prédisposés. On peut avoir des anticorps qui sont dirigés des composants naturels des îlots de Langerhans contre les composants naturels des îlots de Langerhans. Vous avez les anticorps anti-îlots ou les ICA qui réagissent avec un composant cytoplasmique. Donc, ils sont retrouvés chez 60 à 80% des diabétiques insulinodépendants et qui disparaissent normalement les années suivantes. Vous avez les anticorps 64K réagis avec une protéine de poids moléculaire 64000 et qui n'est présente que dans la membrane des cellules bêta. Les anticorps anti-insuline présents chez les diabétiques au début de la maladie avant tout traitement insulinique. La prédisposition génétique, donc la prédisposition génétique, on a des gènes protecteurs et on a aussi des gènes qui prédisposent à l'apparition du diabète. Vous avez les gènes qui codent pour les protéines DR3 et DR4 sont présents chez 90% des diabétiques de type 1. En revanche, les gènes codant les protéines DR2 et DR5 semblent jouer donc un rôle protecteur, c'est-à-dire les gens qui ont ces deux gènes, donc ils ont moins de risques de développer le diabète. Par contre, les personnes qui ont les protéines DR3 et DR4, qui expriment ces deux gènes, donc ils ont donc un risque élevé de développer le diabète type 1 puisqu'ils sont présents chez 90% des diabétiques de type 1. Donc, diabète type 1 ici chez âgé, c'est possible. Donc, on a dit le diabète type 1, c'est surtout le sujet jeune. Donc, c'est possible surtout chez des sujets qui sont en surpoids. Alors là, il faut faire le dosage des anticorps, les ICA, permet pour ne pas les classer à tort dans le diabète type 2 et donc de commencer le plus tôt possible l'insulinothérapie. Le diabète de type 2, il est non insulinodépendant, donc une évolution progressive avec des symptômes peu évocateurs, découverts le plus souvent fortuitement lors d'un bilan biologique ou d'un examen de routine. 80% des cas de diabète touchent les sujets de plus de 40 ans, davantage les femmes que les hommes, et l'obésité constitue un facteur de risque. Alors il est causé à la fois par une résistance à l'organisme à l'action de l'insuline, donc c'est une insulino-résistance qui est favorisée par l'obésité abdominale. Donc on a aussi les causes qui sont non modifiables telles que les causes génétiques, d'accord. Vous avez l'hérédité qui peut jouer un rôle dans cette insulino-résistance. Bon, les modifiables, c'est surtout l'obésité, la sédentarité, donc il faut faire une activité physique. Donc l'obésité ou l'excès pondéral, donc il faut une alimentation équilibrée adaptée au poids. Attention, les conséquences de l'insulinorésistance ou de l'insulinopénie, on peut avoir donc les deux. Donc on va avoir, lorsqu'on a une insulinopénie qui peut être d'origine de facteurs héréditaires ou acquis. Pareil pour l'insulinorésistance, donc l'insulinopénie, donc on va avoir une diminution donc de la sécrétion d'insuline, donc ce qui peut entraîner une hyperglycémie. Et pareil pour l'insulinorésistance, on a dit que c'est des facteurs héréditaires ou en cas de surpoids ou d'inactivité. Donc on va avoir une insulinorésistance avec diminution de captation du glucose au niveau du tissu musculaire et augmentation de production du glucose dans le foie, et donc ça donne une hyperglycémie et développement du diabète de type 2.
Maintenant, concernant le profil lipidique qui est caractéristique dans le diabète de type 2, la dyslipidémie elle est quasi constante et hétérogène qui peut s'améliorer avec la normalisation glycémique. C'est le problème majeur chez les diabétiques de type 2. Donc on va avoir les augmentations des triglycérides, le cholestérol total et le LDL. Le cholestérol généralement sont normaux ou modérément augmentés. On peut avoir des augmentations des LDL petites et denses qui sont hétérogènes et diminution des HDL athéroprotectrices. Le dépistage du diabète type 2 il est important, donc chez tous les sujets présentant des signes cliniques évocateurs de diabète, chez tous les sujets d'âge âgés de 40 ans ou plus ou ayant un parent diabétique au premier degré. Alors ce dépistage, il faut le répéter tous les 3 ans si aucun de facteur de risque de diabète, plutôt si apparition d'au moins un facteur de risque. Le dépistage il est important également si présence de un ou plusieurs facteurs de risque du diabète tels que l'indice de masse corporelle supérieur à 27 kg par mètre carré, des antécédents de diabète gestationnel ou de macrosomie fœtale, une hypertension artérielle, une hypertriglycéridémie, un cholestérol HDL qui est bas, une hyperglycémie modérée à jeun connue ou des antécédents de diabète cortico-induit, donc diabète qui est induit par les corticoïdes. Le diabète maudit, donc c'est le diabète de la maturité survenant chez le jeune. Il s'agit de déficit monogénique, donc, qui concerne uniquement un gène, donc monogénique, à transmission autosomale dominante. Les mutations les plus fréquentes concernent le gène de la glycokinase. Donc cette enzyme qui agit avec comme un détecteur de glucose au niveau des cellules bêta-pancréatiques et donc un élément clé de la régulation de l'insuliноsécrétion. Le diabète gestationnel. Alors, l'Organisation mondiale de la santé définit le diabète gestationnel comme un trouble de la tolérance glycémique de gravité variable survenant ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse, quel que soit le traitement nécessaire et quelle que soit son évolution après l'accouchement. La prévalence du diabète gestationnel, c'est entre 3 à 6% de toutes les grossesses. Son dépistage a un intérêt en termes de santé publique, parce qu'il va identifier, donc on va identifier une population à risque de diabète après la grossesse. Également, il permet de réduire le risque d'obésité et de diabète de l'enfant par une prise en charge maternelle et des conseils alimentaires, notamment par rapport à l'hygiène de vie. Alors, il peut s'agir soit d'un diabète de type 2 découvert fortuitement au cours de la grossesse et qui persistait après l'accouchement. Là, vous avez 60% des femmes ayant fait un diabète gestationnel deviennent diabétiques dans les 16 années qui suivent, ce qui est important. On a également le risque majeur de malformation congénitale qui est réel. Il peut s'agir d'un diabète gravidique vrai ou diabète vrai qui apparaît vers la 26e semaine de gestation correspondant à la sécrétion d'HPL, responsable de l'insulinorésistance. Ce type de diabète disparaît généralement après l'accouchement. Dans 5% des cas, le diabète il est secondaire, donc on peut avoir des altérations du pancréas, des désordres hormonaux, troubles hépatiques, troubles du système nerveux central, tels que les traumatismes, les tumeurs, les maladies infectieuses, et iatrogènes par rapport à la prise de médicaments tels que les diurétiques diazétiques ou les bêta-bloquants qui peuvent donc entraîner un diabète secondaire. Quelles sont les complications du diabète? Les complications du diabète sont donc concernent surtout, on a l'acidocétose diabétique, donc qui est une complication fréquente dans le diabète type 1, et on a le coma hyperglycémique hyperosmolaire non cétosique, donc il se caractérise par une glycémie élevée et une absence de cétose par rapport à l'acidocétose diabétique. On a également l'hypoglycémie causée par un surdosage d'insuline. Alors, concernant l'acidocétose diabétique, il résulte de l'exacerbation de l'état de gène, donc diminution de l'entrée de glucose dans les cellules par manque d'insuline, donc on aura une surproduction hépatique de glucose par sécrétion accrue de glucagon, puisque le glucose n'entre pas à l'intérieur de l'insuline par manque d'insuline, donc d'adrénaline et de cortisol. Donc on va avoir une activation de la lipolyse, et donc activation de la lipolyse, et donc formation
également, on va avoir une formation exagérée des corps cétoniques, à savoir l'acide cétoacétonique, l'acide bêta-hydroxybutyrique et l'acétone. L'acidose, donc elle est due à l'accumulation de ces deux acides, l'acide acétoacétique et le bêta-hydroxybutyrique. Donc là, vous avez un tableau qui compare sur le plan biologique pour différencier entre l'acidocétose et le coma hyperosmolaire. Le glucose plasmatique, il est supérieur à 14 millimoles en cas d'acidocétose, donc 3 g, 3,5. Par contre, chez le coma hyperosmolaire, il dépasse les 6 g par litre. Le pH plasmatique, il est acide en cas d'acidocétose, donc 7,3, généralement inférieur à 7,3. Dans le cas du coma hyperosmolaire qui n'est pas acide, les bicarbonates donc, qui sont diminués dans l'acidocétose, inférieur à 15 millimoles, donc dans le coma c'est supérieur à 20 millimoles. L'acétonurie, elle est présente, 3, elle n'est pas présente dans le coma hyperosmolaire. L'osmolarité est variable pour l'acidocétose, par contre pour le coma hyperosmolaire, donc on a l'osmolarité, elle va dépasser 330 milliosmoles par kilo. Et l'élément clinique qui est surtout présent de façon, c'est-à-dire constante au niveau pour le coma hyperosmolaire, c'est l'atteinte cérébrale, donc elle est presque toujours présente dans le cas des comas hyperosmolaires. Par contre, dans l'acidocétose, elle est variable. Mais avec l'avènement de l'insuline, normalement le coma hyperosmolaire et l'acidocétose ne sont plus un problème. Donc c'est surtout des complications chroniques du diabète qui sont le plus souvent préoccupantes. Donc ces complications dégénératives, ils peuvent être donc, de type d'angiopathie diabétique, complications qui sont de type artériel, donc vous avez les micro et les macro-angiopathies. Les micro-angiopathies, donc on aura une diminution dans les méas vasculaires avec privation en oxygène, et agrégation plaquettaire, donc ce qui peut entraîner des thromboses au niveau des yeux et surtout au niveau rénal. C'est pour ça que les patients diabétiques, généralement, ils développent, surtout les déséquilibrés, développent à la longue une insuffisance rénale. Donc l'évolution de la rétinopathie et de la néphropathie, elle est corrélée avec l'ancienneté du diabète et avec l'importance de l'hyperglycémie. Les macroangiopathies, c'est surtout les lésions athéroscléroses. Vous avez également, donc un deuxième élément, c'est les neuropathies diabétiques, donc complications neurologiques. Une autre complication, c'est les chez les diabétiques, c'est les hypoglycémies qui sont inévitables chez tout diabétique, surtout de type 1, bien équilibré, donc 3 à 5 hypoglycémies généralement modérées, moyennes par semaine. L'hypoglycémie n'est pas mortelle et ne laisse pas de séquelles cérébrales, elle ne participe pas aux complications du diabète. La non-réception et ou la perception tardive des signes d'hypoglycémie accroît le risque d'hypoglycémie sévère. Les facteurs favorisants, surtout l'hypoglycémie immunitaire répétée plus ou moins ignorée, surtout en nocturne, c'est-à-dire la nuit, les neuropathies végétatives, et c'est surtout ces hypoglycémies, donc les causes les plus fréquentes sont soit des repas sautés, c'est pour ça chez les diabétiques il ne faut surtout pas sauter les repas, donc les repas sautés ou insuffisants, ou qui sont retardés, les efforts physiques non pris en compte dans les doses d'insuline, ou en cas d'erreur d'injection d'insuline. Passons maintenant aux paramètres biochimiques du diagnostic. Il y a les paramètres de diagnostic et également de suivi du diabétique. Alors, pour faire le dosage de la glycémie, ce qu'il faut savoir concernant les conditions pré-analytiques, avant analyse, il faut que le prélèvement il doit être analysé le plus rapidement possible. Parce que si on dépasse les 1 heure, si le délai entre le prélèvement et l'analyse dépasse les 1 heure, on peut avoir une activation de la glycolyse et donc on va avoir une dégradation de la glycémie et on aura une fausse hypoglycémie. Donc on doit, si on sait que l'analyse va se faire au-delà de 1 heure, donc là on peut ajouter donc, un inhibiteur de la glycolyse. Donc il y a des tubes qui contiennent des inhibiteurs de la glycolyse, tels que le fluorure de sodium, qui est un inhibiteur de l'énonase, et l'oxalate de potassium. Alors le diagnostic il est posé sur la base de la glycémie à jeun et la glycémie 2 heures après une charge orale de glucose, l'hyperglycémie par voie orale. L'hyperglycémie par voie orale, avant c'est-à-dire on fait un dosage à un taux T0,
Ensuite, on donne une charge glycosée au patient. Ensuite, on va prélever à 30 minutes, 60, 120 et 180 minutes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la postprandiale, c'est-à-dire on fait 2 heures après ingestion d'un bol glycidique. Les valeurs usuelles, c'est entre 0,70 à 1,10 g par litre entre 10 et 60 ans, 20% de variation de 1 mois à 4 ans, de 5 à 10% de 4 à 10 ans et plus 10% après 60 ans. La prise d'alcool avant le prélèvement peut entraîner une augmentation de la glycémie de 20 à 50% et également la prise de cigarette peut entraîner une augmentation de la glycémie de 10%. Donc il vaut mieux, c'est-à-dire le patient, il doit être donc au repos, sans stress, il ne prend pas de cigarette avant le prélèvement pour éviter ces variations. Pour le diagnostic, donc la glycémie doit être supérieure à 1,26 g par litre, mais il faut que le prélèvement, c'est-à-dire ce dosage doit être réalisé sur 2 prélèvements différents. C'est-à-dire ce n'est pas le premier dosage, on doit dire que le patient il est diabétique. Non, on le fait à 2 reprises. Donc si c'est à 2 reprises, c'est supérieur à 1,26, donc là on pose le diagnostic du diabétique. Pour l'hyperglycémie provoquée, donc 2 heures après, si c'est 2 grammes, supérieur à 2 grammes par litre, là on pose le diagnostic. Pour l'hémoglobine glyquée, selon l'Organisation mondiale de la santé et la Société européenne du diabète, donc là, quand le taux est supérieur à 6,5%, on peut poser le diagnostic. Vous avez ici le tableau qui regroupe les critères diagnostiques du diabète, de l'intolérance au glucose et de l'hyperglycémie modérée à jeun, donc suivant les conditions de prélèvement. On va prendre le prélèvement sur le plasma, donc pour la glycémie, on a dit quand c'est supérieur à 1,26 g par litre. L'intolérance au glucose quand c'est inférieur à 1,26 g par litre. Et pour l'hyperglycémie modérée à jeun, quand le taux est entre 1,10 et 1,25 g par litre. L'hyperglycémie par voie orale, donc c'est une épreuve dynamique, c'est-à-dire on va donner du glucose et on va voir comment la glycémie va évoluer au cours du temps. Donc elle permet le diagnostic du diabète sucré, le diabète gestationnel, donc on a le test d'Orsullivan ou l'hyperglycémie provoquée par voie orale et la diminution de la tolérance au glucose. Donc elle permet d'apprécier l'efficacité de la réponse insulinique du corps après injection de glucose. Donc c'est une technique qui est sensible, mais elle est inconfortable et elle est moins reproductible. Elle est inutile chaque fois que la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 puisque le diabète il est confirmé. Alors, pour le protocole, vous avez un sujet à jeun depuis 12 heures avec une alimentation équilibrée, surtout pas d'activité physique les 3 jours précédant l'examen. Administration de 75 g de glucose, chez l'enfant c'est 1,75 g par kilo de poids, qui est dissous dans 200 à 300 ml d'eau et on donne au patient. La glycémie elle est mesurée à jeun. Ensuite, après avoir ingéré ces 75 g dans 200 ou 300 ml d'eau, on va mesurer toutes les 30 minutes pendant 2 à 3 heures. Alors, quels sont les résultats attendus? C'est un sujet normal. Normalement, 2 heures après, on doit avoir une glycémie qui est inférieure à 4,4 g par litre, puisque normalement, après ingestion, la glycémie elle va augmenter. Ensuite, suite à la régulation métabolique, on va avoir une sécrétion d'insuline et donc on va avoir une baisse de la glycémie qui doit descendre au-dessous de 1 g par litre. Si on a une valeur qui est comprise entre 1,40 et 1,99 g par litre, cela évoque des troubles de la tolérance au glucose. Si c'est une valeur supérieure à 2 g par litre, là, on va confirmer le diagnostic du diabète. Pour le diabète gestationnel, donc vous avez le test d'Orsullivan, donc 50 g de glucose plus prise de sang 1 heure après. Et vous avez l'hyperglycémie provoquée, donc 75 g, donc test d'hyperglycémie provoquée avec 75 g de glucose chez toutes
les femmes enceintes entre la 24e et la 28e semaine d'améliorée. C'est le test qui est adopté actuellement pour le dépistage du diabète gestationnel. Donc, concernant le dépistage du diabète gestationnel, le dépistage n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé pour les futures mamans considérées à risque. Vous avez les femmes en... Donc, j'ai dit que le dépistage du diabète, il n'est pas obligatoire. Il est surtout recommandé pour les futures mamans qui sont considérées à risque. On a donc les femmes en surcharge pondérale avec un IMC supérieur à 25, l'indice de masse corporelle. Vous avez les femmes âgées de 35 ans et plus. Vous avez les femmes ayant un antécédent familial de diabète au premier degré, ça veut dire soit son père, sa mère ou sa soeur qui sont diabétiques. Les femmes ayant une grossesse précédente avec un gros bébé plus de 4 kg ou ayant un diabète gestationnel. Alors, avant, on faisait le test d'eau suivant. Après, maintenant, c'est surtout l'hyperglycémie provoquée. Et généralement, on prend les valeurs, les deux valeurs, 2 heures après l'ingestion. Donc, on a une valeur de T à T0, 0,95 g par litre, 1 heure 1,80 et 2 heures 1,55. Le diagnostic, il est posé si on a deux valeurs qui sont supérieures ou égales au 16, c'est-à-dire si les deux valeurs, par exemple, à 1 heure et 2 heures, sont supérieures ou égales à 1,80 et 1,55 respectivement, donc on peut poser le diagnostic du diabète gestationnel. Si on a une seule valeur anormale, donc il s'agit d'une anomalie de la tolérance au glucose. Maintenant, quels sont les autres paramètres qu'on peut les doser chez une femme, chez les diabétiques? Donc, vous avez le dosage de l'insuline, donc valeur normale entre 2 à 25 micro-unités par millilitre, donc il permet de faire la différence entre le type 1 et le type 2. Le dosage du peptide C, qui est un meilleur indicateur de l'intégrité des cellules bêta. Donc, c'est surtout en cas d'incidulome, lorsqu'on a une tumeur des cellules bêta. Là, on va avoir une augmentation des deux paramètres, l'insuline et du peptide C. Par contre, en cas d'insuline iatrogène, on va avoir seulement l'augmentation de l'insuline, alors que le peptide C va se trouver donc diminué. Alors, quel est le bilan complémentaire? Donc, c'est surtout un bilan qui permet donc, de mettre en évidence une dyslipidémie, le bilan lipidique, et également le bilan de la fonction rénale, donc, qui sont souvent donc, demandés pour évaluer les éventuelles perturbations qui sont associées à l'hyperglycémie. Donc, le bilan lipidique, il comprend donc, le bilan de base, cholestérol total, triglycérides, le cholestérol HDL, cholestérol LDL et le non-cholestérol HDL. Et pour le rein, vous avez le dosage de l'urée, de la créatine et calcul de la cléarance de la créatine pour estimer la fonction rénale. Et le dosage de la microalbuminurie qui reste donc un marqueur de l'atteinte glomérulaire secondaire au diabète. Donc il y a un marqueur précoce, c'est-à-dire on peut progressivement détecter s'il y a une atteinte glomérulaire. Maintenant, quels sont les paramètres de surveillance biologique? Vous avez l'hémoglobine glyquée. Alors la surveillance, le suivi biologique du patient diabétique représente une part importante dans la gestion des complications à court et à long terme. Donc il s'agit, donc la glycation, c'est un phénomène physiologique qui est non enzymatique. La fonction héméacétalique, cette fonction héméacétalique du glucose, d'accord, du sucre, généralement le glucose, on parle du glucose, elle va réagir avec le groupement aminé de la protéine, donc là il s'agit de l'hémoglobine. Donc on aura une réaction entre la fonction héméacétalique du glucose et le groupement aminé, et donc création d'une base de chiffres, d'accord, et donc on aura ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. La formation de l'hémoglobine glyquée, elle est directement proportionnelle à la concentration de glucose qui diffuse rapidement dans les hématies. Donc on a une durée de vie environ 3 mois. Alors concernant les conditions préanalytiques, le prélèvement pour faire l'hémoglobine glyquée doit se faire sur un tube EDTA. Il peut être conservé à 4 à 5 jours à 4 degrés ou 7 jours à cette température, c'est-à-dire à 4 degrés après hémolyse.
En cas d'hyperglycémie, le processus se trouve exagéré, d'où les conséquences délétères. Alors, il s'agit d'un phénomène qui est lent, continu et irréversible. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hémoglobine A est formée de deux fractions. Il y a l'hémoglobine A0 non concernée par la glycation et c'est l'hémoglobine A1 qui est glyquée avec trois formes, la forme A1A, A1B et A1C. La forme A1C représente 80% de l'hémoglobine A1 et qui représente donc l'intérêt, qui a un intérêt clinique. Les valeurs normales concernant l'hémoglobine A1C, donc la Fédération internationale de chimie clinique donne une valeur de 20 à 42 millimoles par mol, ou en pourcentage 4 à 6%, selon les critères de l'OMS et de la Fédération internationale du diabète, l'association du diabète. Donc le diabète est diagnostiqué, on a dit, si l'hémoglobine A1C est supérieure ou égale à 6,5%. Alors il y a une correspondance, cette figure montre justement une correspondance grossière entre la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée. Donc, comme vous voyez par exemple ici, 0,80 correspond à 5%, donc 1,10 correspond à 5,8% et 1,26 correspond à 6,5% et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser le 2, soit la glycémie supérieure à 1,26 pour confirmer le diagnostic du diabète, ou pour l'hémoglobine glyquée A1C supérieure à 6,5%. Alors, quel est l'intérêt de l'hémoglobine glyquée? Alors, il reflète la glycémie moyenne du sujet durant les 3 mois qui précèdent le prélèvement. Le moyen le plus fiable pour évaluer le bon équilibre du diabète et l'efficacité du traitement. Donc, on a vu la correspondance entre l'hémoglobine glyquée et la glycémie. Donc, pour le diabétique de type 1, l'hémoglobine glyquée A1C est supérieure de 2 à 3% à la valeur supérieure normale. Pour le diabétique de type 2, elle avoisine la limite supérieure normale. Donc, c'est en fonction des variations de l'hémoglobine A1C que va s'apprécier l'évolution de la maladie diabétique, qui est prévu le risque de complications, que se prennent les décisions thérapeutiques et que sont évalués les effets des traitements. Ce qu'il faut savoir, l'optimisation de l'équilibre glycémique a un effet bénéfique à court terme sur les complications micro-angiopathiques et à long terme sur les complications macro-angiopathiques, d'où l'intérêt donc de suivre les patients par ce paramètre. Quelles sont les recommandations? Donc, quelles sont les recommandations concernant ce suivi? Donc, si l'objectif est atteint et si le traitement n'est pas modifié, donc si le patient il est bien équilibré, donc là, le suivi de l'hémoglobine glyquée doit être réalisé tous les 6 mois. Donc, on va espacer. Par contre, si l'objectif n'est pas atteint ou lorsque le médecin il change de traitement, le traitement du patient diabétique, là, il faudra refaire l'hémoglobine glyquée 3 mois après. Le suivi de l'hémoglobine glyquée doit être réalisé tous les 3 mois. Concernant les objectifs thérapeutiques pour le diabète type 1, donc c'est limiter l'insulinothérapie, donc l'objectif c'est de limiter le risque d'hypoglycémie, donc on va avoir un objectif d'hémoglobine A1C inférieur à 7,5%, si le patient est bien équilibré, c'est inférieur à 7%. Pour les diabétiques de type 2. Alors, l'engagement dans une stratégie thérapeutique et surveillance du diabète tient compte de certains paramètres pour le diabétique, surtout de type 2. C'est l'âge du patient et sa motivation, le risque d'hypoglycémie et l'ancienneté du diabète et de ses complications. Vous avez par exemple ici, pour la plupart des patients diabétiques type 2, c'est généralement inférieur ou égal à 7%. Ensuite, pour les patients diabétiques type 2, dont le diabète est nouvellement diagnostiqué, donc là, on peut fixer comme objectif d'avoir un taux après traitement, quand on revoit le patient, c'est-à-dire il faut qu'il ait un taux inférieur ou égal à 6% de son hémoglobine glyquée. Pour les patients diabétiques type 2, en fonction de l'âge, de l'espérance de vie et l'ancienneté du diabète, du risque d'hypoglycémie là inférieur ou égal à 8%. Par exemple, chez les sujets âgés dépendants et ou
à la santé très altérée. Donc là, on va fixer comme objectif d'avoir un taux d'hémoglobine glyquée qui est inférieur à 9%. Alors la fructosamine, donc elle n'est pas indiquée comme moyen de diagnostic de diabète, elle désigne l'ensemble des protéines glyquées présentes dans le sérum, en particulier l'albumine glyquée, donc 80% des cas. Leur renouvellement est beaucoup plus rapide que celui de l'hémoglobine A1C. Donc c'est un témoin du niveau moyen du glucose sanguin sur 2 à 3 semaines. Donc la valeur de référence c'est entre 205 à 285 micromoles par litre. Alors les indications du dosage de la fructosamine, c'est surtout lorsqu'on a en cas d'hémoglobinulopathie, là on ne peut pas, par exemple chez les thalassémiques ou des drépanocytaires, on ne peut pas utiliser l'hémoglobine glyquée comme moyen de suivi. Donc là, on est obligé de faire le dosage de fructosamine. En cas d'évaluation d'un changement thérapeutique antidiabétique, puisque la fructosamine nous renseigne sur le niveau du glucose sanguin sur 2 à 3 semaines. Par contre, l'hémoglobine glyquée, c'est sur 3 mois. Et également au cours de la grossesse. La glycosurie c'est tolérée, donc le test urinaire à la bande réactive peut servir d'outil de dépistage chez les diabétiques type 1. Le seuil rénal du glucose c'est 1 à 80 grammes par litre. Au-delà, donc on va avoir du glucose, apparition du glucose au niveau des urines. Pour les cétones, normalement ils sont absents en conditions physiologiques. La microalbuminurie, donc la microalbuminurie, donc les valeurs sont comprises entre 300 et 30 et 300 mg par 24 heures. Donc si c'est une valeur supérieure à 300 mg, là on parle de macroalbuminurie. Donc l'indication l'intérêt surtout, il s'agit d'un indicateur précoce de la dénaturation de la barrière glomérulaire et évaluation de la glomérulopathie à un stade qui est précoce. Donc ça permet donc de bien prendre en charge les patients. Enfin, comme pathologie concernant l'hypoglycémie qui peut être soit une hypoglycémie réactionnelle, soit des hypoglycémies qui sont organiques. Alors, quelle est la définition de l'hypoglycémie? Elle se définit comme la constatation simultanée de signes de neuroglycopénie et une glycémie basse inférieure à 0,60 g par litre à jeun ou inférieure à 0,50 g par litre 2 à 3 heures après un repas. Donc, et la troisième triade, ce qu'on appelle triade de Whipple, donc correction des symptômes lors de la normalisation de la glycémie. Donc si on a des signes de neuroglycopénie, si on a une glycémie qui passe par exemple 0,60 g à jeun ou 0,50 2 à 3 heures après un repas, et si cette hypoglycémie va se corriger après normalisation de la correction des symptômes après normalisation de la glycémie, donc là, donc il s'agit de la triade de Whipple. Alors les symptômes spécifiques de neuroglycopénie doivent être donc différenciés de ceux peu spécifiques et inconstants de la réaction adrénergique qui accompagne généralement l'hypoglycémie. Alors vous avez les symptômes qui sont liés à la neuroglycopénie qui sont spécifiques et de survenue brutale. Il s'agit de troubles brutaux du comportement, perte brutale de la capacité à exécuter une tâche ou un raisonnement, trouble brutal de la vue, de la parole et de la marche, crise d'épilepsie, au maximum perte de connaissance et également coma. Comme signe lié à la réaction neurovégétative, on peut avoir donc des sueurs, des palpitations, tremblements, des tachycardies et pâleur. Ce sont des signes qui peuvent accompagner l'hypoglycémie. Alors, pour faire la différence entre hypoglycémie organique et réactionnelle. Donc, pour l'horaire de survenue, donc organique, c'est à jeun ou après exercice physique. La réactionnelle, donc en période postprandiale. La durée de l'hypoglycémie, elle est prolongée en cas d'hypoglycémie organique, elle est courte en cas d'hypoglycémie réactionnelle. Les signes majeurs, c'est surtout souffrance cérébrale en cas d'hypoglycémie organique et simulation adrénergique en cas d'hypoglycémie réactionnelle. En cas de le degré de gravité sévère avec coma pour l'hypoglycémie organique et mineur sans coma pour l'hypoglycémie réactionnelle. L'évolution, donc elle est grave, donc aggravation avec répétition des épisodes pour l'hypoglycémie organique.
elle est variable sans aggravation pour l'hypoglycémie réactionnelle. Alors, concernant l'hypoglycémie réactionnelle, donc c'est une hypoglycémie postprandiale, donc qui sont liées à l'absorption rapide du glucose et à une sécrétion insulinique qui est exagérée. Donc généralement la glycémie elle est inférieure à 0,5 g 2 à 3 heures après un repas avec une glycémie à jeun normale. Pour l'organique, elle est inférieure à 0,6 g par litre. Donc c'est une glycémie à jeun inférieure à 0,6 g par litre. Alors pour les causes, l'hypoglycémie organique, c'est généralement lorsqu'on a une tumeur des cellules bêta, l'insulinome, avec une hyperinsulinisme. Donc quand on fait le dosage de l'insuline, il va être augmenté supérieur à 20 picomoles par litre. Et également augmentation concomitante des peptides C. On peut avoir également des tumeurs extra-pancréatiques, comme par exemple les carcinomes hépatocellulaires et les carcinomes surrénaliens. Alors, soit ces tumeurs sont consommatrices de glucose, donc on va avoir une hypoglycémie, soit ces tumeurs vont produire des facteurs qui vont mimer l'activité de l'insuline. Donc, ils vont avoir presque la même activité que l'insuline. Donc, ce sont des facteurs comme l'IGF-2 ou l'interféron alpha, et donc ça va entraîner donc des hypoglycémies. On peut avoir des tumeurs extra-pancréatiques, des tumeurs, des pathologies hépatiques et rénales. Donc l'hypoglycémie, elle est surtout liée au rôle que joue le foie dans l'homéostasie glucidique, ainsi au fait que le rein réalise la néoglycogénèse et catabolise l'insuline. Ceci explique en partie la survenue occasionnelle d'hypoglycémie sévère en cas d'insuffisance rénale chronique par exemple. Pour les pathologies endocriniennes, vous avez le déficit par exemple en cortisol primaire ou secondaire, également déficit en GH et en adrénaline. Pour les hypoglycémies réactionnelles, vous avez les chirurgies, en cas de chirurgie gastrique, en cas de gastrectomie, on peut avoir des hypoglycémies réactionnelles. Hypoglycémie postprandiale idiopathique ou essentielle, en cas de sepsis. La libération de sepsis, en cas de sepsis, c'est la libération de cytokines qui stimulent l'insulinosécrétion ou agissent directement sur la production hépatique de glucose. Vous avez également l'alcool. Donc l'alcool, soit l'hypoglycémie induite par l'insuline ou autre médicament est potentialisée par l'alcool, soit il s'agit d'une hypoglycémie à jeun qui est induite par l'alcool parce que l'alcool il inhibe la néoglycogénèse. Et donc toutes ces causes peuvent entraîner des hypoglycémies. Donc les hypoglycémies soit sont d'origine réactionnelle, soit sont organiques. Alors l'hypoglycémie de l'enfant, surtout néonatale, survient de façon transitoire chez un bébé sain, mais aussi chez les bébés en détresse respiratoire portant une infection sévère ou ayant un faible poids de naissance. Concernant les étiologies des hypoglycémies de l'enfant, donc vous avez ce qu'on a vu, l'hypoglycémie néonatale transitoire, l'hyperinsulinémie, donc lorsqu'il s'agit d'une hyperplasie des îlots de Langerhans ou en cas d'insulinome. Les erreurs innées du métabolisme, ce qu'on a vu dans la première partie, les glycogénoses, la galactosémie, l'intolérance héréditaire au fructose, déficit de la bêta-oxydation peuvent entraîner donc des hypoglycémies. Les autres causes, donc la prématurité, donc un nouveau-né prématuré, faible poids de naissance, une pathologie endocrinienne en cas de gènes, des médicaments, cétose périodique, idiopathique. Donc toutes ces causes peuvent entraîner donc des hypoglycémies chez le nouveau-né et chez l'enfant. Donc le cours sur l'exploration biochimique du métalloglucidique est terminé. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser via la plateforme. Merci.